Allez vérifier le buffet, Florence. C'est à ça que tu sers aujourd'hui, dans cet état. J'ai bâti cet empire avec lui, mais il m'a traité de marchepied. Il voit une ruine. Je vois une reine sans couronne. Épouse-moi, et je te montrerai comment les hommes de l'Orient traitent les reines. J'avais 10 minutes pour décider d'être la victime ou d'être le tremblement de terre. Le brouhaha dans la salle de bal de l'hôtel Ritz Paris n'était pas seulement des bavardages et le tintement des coupes de cristal pour Florence. Il bourdonnait comme le bruit statique d'une télévision hors service, constant et irritant, pressant sur ses tempes. Elle ajusta la bretelle de sa robe de soie émeraude, un sourire étudié collé à son visage, comme un masque de porcelaine sur le point de se fissurer. C'était le 10e anniversaire de la holding GM, l'empire que Gabriel Mercier avait construit, ou plutôt l'empire qu'ils avaient construit, bien que le monde semblât avoir oublié sa part dans l'équation. Florence circulait parmi les invités, se tenant en équilibre sur des talons aiguilles qui semblaient transpercer ses talons à chaque pas. Elle saluait les investisseurs, se souvenait du nom des épouses des associés et complimentait les choix de cravate, jouant à la perfection le rôle d'hôtesse impeccable. Ses yeux, cependant, cherchaient Gabriel sans relâche. Il était au centre de la salle, sous le lustre principal, entouré d'un groupe de jeunes entrepreneurs et de mannequins éblouissants qui riaient trop fort à des blagues qui n'étaient certainement pas si drôles. En s'approchant, elle sentit le chant de force de rejet qui l'émanait. Gabriel, avec son smoking italien sur mesure et le charme prédateur qui l'avait un jour fait tomber amoureuse, ne tourna même pas la tête quand elle toucha légèrement son bras. Gabriel, le directeur de la filiale de Tokyo, s'enquiert du toast, murmura-t-elle discrètement, se penchant à son oreille. Il ne la regarda pas. Il garda les yeux fixés sur une grande blonde devant lui, une influenceuse numérique qui couvrait l'événement tout en portant son verre de whisky à ses lèvres. D'un mouvement subtil de l'épaule, il se défit du toucher de son épouse, comme s'il chassait un insecte gênant. Ensuite, Florence, ne vois-tu pas que je travaille ? Sa voix était basse, mais le ton portait un mépris glacial qui fit se tordre l'estomac de Florence. Va vérifier si le buffet sert le caviar correctement. C'est à ça que tu sers aujourd'hui. Laisse les conversations d'affaires à ceux qui ont le cerveau pour ça. Le rire contenu de l'influenceuse fut le coup de grâce. Florence sentit le sang se vider de son visage, la chaleur de l'humiliation montant par son cou. Elle recula d'un pas, tremblante, tandis que Gabriel recommençait à sourire à son cercle d'admirateurs, effaçant son existence avec une facilité terrifiante. Elle n'était pas son associée, ni son épouse aimée. Cette nuit-là, il était devenu clair qu'elle était devenue un accessoire vieux et démodé, détonnant avec la nouvelle face brillante qu'il projetait. Connaissez-vous cette sensation d'être rejeté, d'entendre dans la voix de celui que vous aimez que vous ne servez plus à rien ? Florence ressent cela maintenant, et peut-être l'avez-vous déjà ressenti aussi. Dites-moi de quel coin du monde vous suivez cette histoire. Est-ce qu'il pleut? Fait-il soleil? Laissez en commentaire d'où vous êtes et comment se passe votre journée. J'adore savoir qui est avec moi dans cette aventure. Et regardez, si votre cœur s'est serré avec cette scène, laissez un like, car elle prouvera qu'être sous-estimé fut la plus grande erreur que Gabriel ait commise. La terrasse était déserte et mal éclairée, un refuge d'ombre, loin de l'éclat artificiel du salon. Étouffée, Florence pivota sur ses talons et marcha aussi vite que la dignité le permettait vers les portes vitrées menant à la terrasse latérale. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin que le froid de la nuit arrête les larmes qui menaçaient de gâcher son maquillage parfait, qu'elle avait mis 2 heures à appliquer. La terrasse était déserte et mal éclairée. Un refuge d'ombre, loin de l'éclat artificiel du salon. Elle s'agrippa au parapet de pierre, les jointures blanches de force, et inspira l'air glacial de la nuit parisienne. La ville pulsait en dessous, indifférente à sa douleur. « Comment en suis-je arrivée là ?» se demanda-t-elle. Elle avait abandonné sa carrière en finance pour soutenir son rêve. Elle avait révisé des contrats la nuit. Elle avait supporté les années de vaches maigres. Maintenant que le sommet était atteint, elle avait été jetée au camp de base. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait la fit se figer.
des voix masculines. Florence recula instinctivement dans l'ombre d'une large colonne couverte de lierre, priant pour qu'il ne la voie pas. C'était Gabriel. « Ne sois pas dramatique, Marc, tout est sous contrôle. » La voix de son mari sonnait impatiente, alourdie par l'alcool et l'arrogance. « La fusion avec les Arabes va se faire. Et Florence ?» demanda l'autre voix qu'elle reconnut comme celle de l'avocat personnel de la famille. « Si elle demande une vérification pendant le divorce, elle verra que tu as détourné le capital vers la nouvelle holding. » Florence retint sa respiration, le cœur battant si fort qu'il semblait résonner sur la terrasse. Gabriel rit, un son sec et cruel. Florence ne demandera rien parce qu'elle ne saura pas ce qui l'a frappée. Elle est finie, Marc. Regarde-la, une ombre pathétique. Dès que j'aurai signé le contrat avec le cheikh Léo la semaine prochaine, je déposerai ma demande. Je lui offrirai une pension médiocre et la maison de campagne. Elle est si désespérée d'avoir un peu d'attention qu'elle acceptera n'importe quelle miette pour ne pas être annoncée. Elle est faible, elle l'a toujours été. Le son d'un briquet s'allumant ponctua la phrase. J'ai construit cela, Marc. Elle n'a été qu'un marchepied, et personne ne porte le marchepied au sommet de la montagne. Les pas s'éloignèrent. La porte vitrée glissa de nouveau, étouffant les rires. Florence resta dans l'obscurité, paralysée. La douleur aiguë de la trahison avait été remplacée par un vide froid et absolu. Ce n'était pas seulement de la désamour, c'était un plan. Il la volait, il la jetait comme une ordure. Il voit une ruine. La voix grave, avec un accent prononcé et velouté, surgit des ombres les plus profondes de la terrasse, à sa droite. Florence sursauta, portant la main à sa poitrine. Un homme était appuyé sur le parapet, là où la lumière de la lune touchait à peine. Sa silhouette était imposante, grande, vêtue d'un costume sombre qui semblait absorber la faible luminosité ambiante. L'homme fit un pas en avant. Son visage était anguleux, marqué par une barbe taillée avec une précision millimétrique et des yeux si sombres qu'il semblait lire son âme sans demander la permission. Cheikh Léo Al Maktoum, l'investisseur millionnaire que Gabriel avait passé les derniers mois à tenter de courtiser désespérément. Il tenait un cigare éteint entre ses doigts longs et l'observait non pas avec pitié, mais avec une curiosité clinique. « Vous avez entendu ?» murmura Florence, sa voix défaillant. La honte aurait dû la faire fuir, mais il y avait quelque chose dans la posture de cet homme qui l'ancrait au sol. « J'ai entendu un homme médiocre sous-estimer l'actif le plus précieux qu'il possède, » répondit Léo, s'approchant lentement. Il n'offrit pas de mouchoir, ne fit aucune mention de la consoler. Au lieu de cela, il s'arrêta à 1 mètre de distance, envahissant son espace personnel avec une aura de puissance qui faisait vibrer l'air. « Gabriel pense que vous êtes le passé, Madame Florence. Il est aveuglé par sa propre vanité. » « Il va me détruire », laissa-t-elle échapper, la fragilité du moment rompant sa barrière. « Il a les avocats, l'argent, l'entreprise. Je n'ai rien. »« Vous avez la vérité et vous avez la colère, » dit Léo, sa voix baissant à un ton conspirateur et dangereux. « J'ai vu comment vous avez corrigé ces bilans lors de la réunion préliminaire le mois dernier, alors qu'il ne connaissait même pas les chiffres. J'ai vu qui structure réellement cette entreprise. Gabriel est la façade, vous êtes la fondation. » Florence cligna des yeux, surprise d'avoir été remarquée par quelqu'un qu'elle jugeait inaccessible. « Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne fais pas d'affaires avec des amateurs ou des imbéciles, et votre mari est les deux. » Léo regarda le salon illuminé à travers la vitre où Gabriel portait un toast. « Je ne signerai pas avec lui, mais j'ai une proposition pour vous. »« Pour moi ? Je viens d'être licencié de mon mariage et de ma vie. » Léo sourit, un pli des lèvres qui ne promettait pas la gentillesse, mais la justice. « Exactement. Vous êtes libre. Il voit une ruine, Florence. Je vois une reine sans couronne, mais les couronnes ne sont pas données. Elles sont conquises avec du sang et de la stratégie. » Il vérifia la montre en or à son poignet, un geste rapide et décisif. « Ma voiture sera à la sortie de service dans 10 minutes, une limousine noire blindée. Si vous montez dans cette voiture, vous disparaîtrez.
Le monde croira que vous avez fait faillite, que vous avez fui par honte. Laissez-les penser cela. Laissez Gabriel célébrer. Dans 1 an, je lui rendrai son empire sur un plateau d'argent et vous pourrez l'écraser avec le même talon que vous portez maintenant. » Florence regarda l'étranger, cherchant un signe de folie ou de tromperie. Elle ne trouva qu'une détermination féroce. « Et si je n'y vais pas? Alors, retournez là-bas. » Il désigna la porte vitrée avec le menton. « Souriez, acceptez les miettes, prenez la maison de campagne et soyez la victime qu'il a décrite. Le choix vous appartient. Être le marchepied ou être le tremblement de terre. » Sans attendre de réponse, Léo tourna le dos et disparut dans l'obscurité latérale de la terrasse, comme s'il était fait de fumée. Florence resta seule à nouveau. Le vent décoiffa ses cheveux impeccables. À l'intérieur du salon, l'orchestre commença à jouer une musique triomphale. C'était l'heure du discours. Être le marchepied ou être le tremblement de terre? Elle s'essuya le visage du revers des mains, étalant volontairement son mascara. Il n'y avait plus besoin de perfection. La perfection était une cage. Elle inspira profondément, remplissant ses poumons de l'air froid, et sentit quelque chose s'endurcir en elle. Une couche de glace recouvrant la plaie ouverte. Florence poussa les portes vitrées et entra dans le salon. Le choc thermique fut immédiat. Le bruit, les lumières. Gabriel était sur la scène improvisée, tenant le microphone, le visage rougi par le whisky et le triomphe. Il vit Florence entrer. Pendant 1 seconde, un éclair d'irritation traversa son regard, mais il le masqua d'un sourire forcé, lui tendant la main comme un maître appelle un chien dressé. « Et la voici, mon épouse Florence », annonça-t-il au microphone, sa voix amplifiée résonnant dans les haut-parleurs. « Venez, ma chérie, rejoignez-nous pour le toast. Derrière un grand homme, n'est-ce pas ?» Rire poli de l'audience. Florence traversa le couloir formé par les invités. Elle ne regarda personne. Ses yeux étaient fixés sur Gabriel. Elle ne souriait pas. Son expression était illisible, vide d'émotion, ce qui fit légèrement vaciller le sourire de Gabriel, tandis qu'elle montait les marches de la scène. Elle s'arrêta à côté de lui. Gabriel tenta de passer son bras autour de sa taille, mais elle esquiva d'un mouvement fluide et lui prit le microphone des mains. Sa surprise fut si sincère qu'il ne réagit pas à temps pour l'arrêter. Le salon devint silencieux. Tous attendaient le discours de gratitude, l'éloge du mari génial. Florence regarda la foule, vit les visages des personnes qu'il avait ignorées toute la nuit, vit Marc, l'avocat, pâle dans un coin, puis regarda Gabriel. Pour la première fois depuis des années, elle le vit réellement, petit, insécure et pathétique. « Je démissionne !» Sa voix était ferme, claire, coupant l'air conditionné glacial. Gabriel fronça les sourcils, murmurant entre ses dents. « Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle! Rends le microphone !» Florence l'ignora. Elle soutint son regard, laissant le microphone capter chaque syllabe. « Je démissionne de mon siège au conseil, je démissionne de mon rôle dans cette farce et je démissionne de ce mariage. » Un soupir collectif balaya le salon. Le son d'une coupe tombant et se brisant au sol fut le seul bruit qui suivit. « Profitez du sommet, Gabriel, dit-elle, la voix baissant d'une octave, intime et létale, mais amplifiée, pour que tous l'entendent. La vue est magnifique avant la chute. » D'un choc sourd, elle laissa tomber le microphone sur le sol de la scène. Le retour de son aigu fit que certains invités se bouchèrent les oreilles. Sans regarder en arrière, sans attendre de réaction, sans vérifier si Gabriel tenterait de la retenir, Florence descendit les escaliers. La foule s'ouvrit comme la mer Rouge. Personne n'osa la toucher. Elle marcha la tête haute, mais intérieurement, elle s'effondrait. L'adrénaline était la seule chose qui maintenait ses genoux fermes. Elle traversa le hall, ignorant les réceptionnistes atterrés, et se dirigea directement vers les couloirs de service, loin des regards curieux, loin des flashs qui commençaient à éclater à l'intérieur. En poussant la lourde porte métallique de la sortie de derrière, la nuit l'accueillit. La rue latérale était calme, sentant l'asphalte humide et les déchets urbains.
Ses jambes finiraient par céder et elle dut s'appuyer contre le mur de briques, le corps tremblant violemment. Qu'avait-elle fait? Elle avait brûlé tous les ponts, n'avait plus de maison où retourner, ni de carte de crédit qui ne serait pas annulée le lendemain matin. Une paire de phares s'alluma dans l'obscurité, l'aveuglant un instant. Une voiture noire, longue et imposante, était garée le long du trottoir, le moteur ronronnant si doucement qu'il semblait un animal à l'affût. La porte arrière s'ouvrit de l'intérieur. L'intérieur était sombre, invitant, un abîme de velours. Florence regarda derrière elle, vers la porte de l'hôtel. Elle pouvait entendre la confusion étouffée à l'intérieur. Elle pouvait imaginer Gabriel crier, essayant de contrôler le récit, la traitant de folle. Si elle restait, elle serait la folle. Elle serait l'ex-épouse instable. Elle regarda la voiture. Léo n'apparut pas à la porte. Il n'en avait pas besoin. L'invitation était le silence. Florence expira l'air qu'elle retenait dans ses poumons, arracha ses talons hauts et les laissa là sur le trottoir sale, comme des reliques d'une vie qui ne lui appartenait plus. Pieds nus, sentant le froid du ciment, elle marcha jusqu'au véhicule, entra dans la limousine. La porte se referma avec un bruit solide, hermétique, isolant le monde extérieur. L'odeur de cuir et de bois de santal emplit ses sens. Léo était assis dans la pénombre de l'autre côté, se servant un verre d'eau pétillante. Il ne sourit pas, se contenta de la saluer légèrement de la tête, un geste de respect entre généraux avant une bataille. « À l'aéroport », ordonna-t-il au chauffeur par l'interphone. La vitre teintée de séparation se leva. La voiture glissa dans la nuit, emportant Florence loin de la seule vie qu'elle connaissait, vers un avenir qu'elle ne pouvait pas encore voir, mais qui, pour la première fois, serait dessiné de ses propres mains. Pour le monde, Florence avait disparu. La vengeance, cependant, venait de naître. Le cuir du siège de la limousine était encore chaud sous les cuisses de Florence lorsque le véhicule s'arrêta, non pas devant un terminal d'embarquement, mais directement sur la piste de décollage. Le monde extérieur était un flou de lumière, de signalisation et l'odeur âcre du kérosène brûlé. Mais à l'intérieur de cette capsule blindée, le silence était absolu. Léo n'ouvrit pas la porte pour elle cette fois-ci. Un garde du corps le fit. Le vent nocturne décoiffa ses cheveux qu'elle avait mis des heures à arranger pour la fête de Gabriel. La fête qui semblait maintenant s'être déroulée dans une autre vie, dans un autre siècle. Devant elle, un jet exécutif argenté, élégant comme une lame, attendait avec l'escalier abaissé. Il n'y eut pas de douane, pas de passeport. La richesse de Léo n'achetait pas seulement des choses, elle achetait l'inexistence de la bureaucratie. Elle monta les marches, sentant ses jambes lourdes, s'attendant à chaque pas à ce que des sirènes retentissent, à ce que Gabriel apparaisse en courant, criant qu'elle était sa propriété. Mais la nuit resta indifférente. À l'intérieur de la cabine, le luxe était sobre, des tons crème et du bois sombre. Léo lui indiqua un fauteuil en cuir pivotant et s'assit devant elle, croisant les jambes avec une décontraction irritante. Tandis que les turbines commençaient à hurler, pressant le corps de Florence contre le siège, la réalité de ce qu'elle venait de faire s'effondra sur ses épaules. Elle était dans un avion avec un homme qu'elle ne connaissait que par les titres de magazines d'affaires et les chuchotements lors de cocktails. Lorsque le signal de ceinture s'éteignit, le silence entre eux devint une entité physique. Florence devait le briser avant que la panique ne l'étouffe. « Quel est le prix ?» Sa voix sortit rauque, dépouillée de la politesse sociale qu'elle avait entraînée pendant des années. Léo fit tourner son verre de cristal dans sa main, observant le liquide ambré. Il la fixa, et pour la première fois, Florence remarqua que ses yeux n'étaient pas seulement sombres, ils étaient d'un marron profond, presque noir, et ne montraient aucun désir charnel. Il n'y avait que du calcul. « Vous pensez que je vous ai amené ici pour être une maîtresse, Florence ?» Il but une gorgée sans détourner le regard. Gabriel vous a conditionné à croire que votre seule valeur réside entre les draps ou accrochée à son bras comme un ornement brillant. C'est une erreur d'évaluation des actifs. Florence redressa sa posture, la fierté blessée servant d'encre.
Alors, pourquoi? Vous n'êtes pas connu pour votre charité. Je suis un homme d'affaires et je suis sur le point de commencer une guerre. Léo posa son verre sur la table latérale, se penchant en avant. L'atmosphère changea, devint dense, chargée de danger. Je veux étendre ma holding à l'Occident. L'entreprise de votre mari est la porte d'entrée, mais Gabriel est xénophobe et stupide. Il ne me vendrait jamais. Il préfère brûler l'entreprise plutôt que de la voir entre les mains d'un Arabe. Il fit une pause, laissant l'information s'installer. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse ces squelettes dans le placard. Quelqu'un avec un visage occidental, mais dont la loyauté m'est acquise. Quelqu'un que le monde sous-estime jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je n'ai pas sauvé une demoiselle, Florence. J'ai recruté une espionne. Florence sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air conditionné de la cabine. Ce n'était pas de la pitié, c'était une transaction. Et étrangement, cela la calma. La pitié est volatile. Les affaires sont solides. Et qu'est-ce que j'y gagne? Demanda-t-elle, la voix plus ferme, à part un trajet pour m'éloigner de lui. Son empire, répondit Léo, simple et direct. Nous allons détruire sa réputation, dévaloriser les actions et ensuite nous achèterons tout pour des centimes. Lorsque la poussière retombera, vous serez là. Je serai le propriétaire majoritaire silencieux. Mais pour que cela fonctionne, Florence doit mourir, du moins la Florence qui existait jusqu'à aujourd'hui. L'avion fendait le ciel en direction de l'Orient. Florence regarda le reflet de son propre visage dans la fenêtre sombre. La femme effrayée qui était montée dans cette voiture disparaissait. Si elle acceptait, il n'y aurait pas de retour en arrière. « J'accepte », murmura-t-elle. Léo hocha la tête, se penchant à nouveau en arrière. « Dormez, l'entraînement commence demain. » Dubaï l'accueillit comme un four d'or et de verre. La chaleur sur la piste d'atterrissage fut une gifle physique, mais elle eut à peine le temps de la sentir avant d'être conduite vers une autre voiture, puis vers un ascenseur privé qui monta 80 étages en quelques secondes. L'appartement terrasse de Léo était un palais suspendu dans les nuages, un mélange de modernité froide et de tradition opulente. Des baies vitrées offraient une vue sur la ville futuriste, un mirage d'ambition bâti sur le sable. Mais Florence réalisa vite la nature de sa nouvelle résidence. C'était une cage. Pendant la première semaine, elle ne vit pas la rue. Tout ce dont elle avait besoin lui était apporté. Nourriture, vêtements, technologie. Son ancien téléphone portable avait été détruit dans le broyeur de l'avion. Léo lui avait donné un nouvel appareil crypté avec un accès restreint. La seule connexion avec son ancienne vie étaient les écrans de télévision. Le troisième jour, la nouvelle éclata. Florence était assise dans le vaste salon, entourée de rapports financiers que Léo lui avait ordonné de mémoriser quand l'image de Gabriel apparut sur CNN International. Il semblait abattu, la cravate desserrée, une interprétation parfaite de mari inquiet. « Mon épouse lutte contre des problèmes de santé mentale depuis des années », disait Gabriel aux caméras, les yeux humides. Elle a eu une crise le soir de la fête. Nous faisons de notre mieux pour la localiser et nous assurer qu'elle reçoive l'aide dont elle a besoin. Je demande de l'intimité en ce moment difficile. Florence sentit le sang bouillir dans ses veines. Il était en train de réécrire l'histoire. Il la dépeignait comme folle pour invalider tout ce qu'elle pourrait dire à l'avenir. La coupe d'eau pétillante dans sa main trembla. L'eau débordant. Il est bon. La voix de Léo vint de l'entrée de la pièce. Il venait d'arriver, vêtu d'un costume impeccable, apportant avec lui l'odeur des épices et du pouvoir. Il vient de neutraliser votre crédibilité. Si vous apparaissez maintenant en criant la vérité, personne ne vous croira. Ils diront que c'est de la paranoïa. Florence se leva, jetant la tablette sur le canapé. Je veux le tuer. Je veux qu'il souffre. La colère est un carburant, mais c'est un carburant sale. Léo s'approcha de la table où les documents étaient éparpillés. Il prit un rapport que Florence avait annoté au stylo rouge. Elle brûle vite et aveugle le conducteur. Utilisez la froideur.
Qu'avez-vous trouvé dans les bilans de 2019 ?» Florence cligna des yeux, forcée de changer de perspective mentale. Elle respira profondément, repoussant l'image de Gabriel dans un compartiment sombre de son esprit. Une divergence dans la filiale logistique. 3 millions détournés vers des comptes offshore qui ne figurent pas dans la déclaration officielle. Léo haussa un sourcil, un léger sourire courbant le coin de ses lèvres. Ce fut la première fois qu'elle l'entendit exprimer quelque chose d'approchant d'une approbation sincère. « Vous avez trouvé, en 2 jours, ce que mes auditeurs ont mis 3 semaines à soupçonner. Peut-être Gabriel vous a-t-il sous-estimé plus que je ne le pensais. Je signais les chèques de la maison, Léo. Je sais combien coûte son style de vie. Les chiffres ne correspondaient jamais au salaire déclaré. » Léo l'observa un long moment, comme s'il voyait d'une nouvelle pièce, sur l'échiquier se révéler une reine. « Très bien. Maintenant, nous allons changer l'emballage. Si vous allez être mon épouse, il faut que vous apparaissiez comme quelqu'un capable de renverser un roi. Pas comme l'épouse trophée qui a fui en pleurant. » La transformation ne fut pas une journée au spa. Ce fut une déconstruction. Une équipe de stylistes et de consultants en images envahit l'appartement terrasse le lendemain matin. Il n'y eut aucune question sur ce qu'elle aimait. L'objectif était stratégique. Les vêtements fleuris et les tons pastels que Gabriel adorait, car ils la faisaient paraître inoffensive et douce, furent jetés. À leur place, des coupes architecturales, des tailleurs précis, des couleurs unies, noir, blanc, bleu nuit, cramoisi. Le coiffeur, un Français de peu de mots, tint les longues mèches blondes que Florence gardait, parce que Gabriel disait que les femmes aux cheveux courts ressemblent à des hommes. « Coupez », ordonna-t-elle, regardant son propre reflet. « Coupez tout ce qui me lie à lui. » Les ciseaux chantèrent. Les cheveux tombèrent sur le sol de marbre. Quand ce fut fini, une coupe au carré asymétrique et affûtée encadrait son visage, soulignant la ligne de sa mâchoire et donnant à ses yeux une intensité prédatrice. Elle n'avait plus l'air douce, elle avait l'air dangereuse. Léo entra dans la pièce au moment où elle finissait de boutonner un blazer blanc structuré. Il s'arrêta. Son silence n'était pas de l'indifférence, cette fois-ci. Ses yeux parcoururent sa silhouette, de sa posture droite à ses talons aiguilles qui semblaient des armes perforantes. « Madame Florence a disparu », murmura-t-il, s'approchant. « Enchanté de vous rencontrer. »« Je ne suis pas encore votre épouse », rappela-t-elle, sentant une tension nouvelle dans l'air. Ce n'était ni de la peur ni de la soumission, c'était la reconnaissance de 2 prédateurs partageant le même territoire. « Nous allons résoudre cela ce soir. » La cérémonie eut lieu sur la terrasse privée, sous le ciel étoilé du désert, avec le Burj Khalifa brillant au loin comme une tour de Babel moderne. Il n'y avait pas d'invité, seulement un juge, 2 témoins de confiance de Léo, et le son du vent chaud de la nuit. C'était un contrat. Florence le savait. Une fusion d'intérêts corporatifs scellée avec un anneau de diamant jaune si grand qu'il semblait peser sur son doigt. Mais quand le juge leur demanda de se donner la main et que la peau chaude de Léo toucha la sienne, la froideur du plan vacilla. Sa main était grande, ferme, calleuse, celle d'un homme qui pratiquait la fauconnerie et l'équitation, pas seulement celle qui signait des papiers. Il ne serra pas sa main avec possessivité, mais avec une solidité qui offrait quelque chose que Florence n'avait pas ressenti depuis des années. La sécurité. « Je promets de vous protéger, » dit Léo. Et il ne lisait pas un script. Il la regardait dans les yeux, et l'intensité de ce regard fit se tordre l'estomac de Florence. « Et je promets de vous donner l'épée pour couper la tête de vos ennemis. »« J'accepte, » répondit Florence. Et sa voix ne trembla pas. Ils signèrent les papiers. L'encre sécha rapidement dans l'air sec. Léo servit 2 coupes de champagne, un luxe autorisé dans l'intimité de sa maison. Il lui en tendit une et ils trinquèrent à l'horizon scintillant. « Le mariage est réel pour le monde, » dit-il d'une voix basse. « Mais ici, nous sommes associés. Vous aurez votre propre chambre, votre propre aile. Personne ne vous touchera sans votre permission. » Florence
sentit un mélange de soulagement et une étrange pointe de déception qu'elle s'empressa d'écraser immédiatement. « Merci, Léo. Ne me remerciez pas encore. Le vrai entraînement commence demain. Vous savez lire les bilans. Maintenant, vous devez apprendre à parler comme quelqu'un qui les possède. Vous devez apprendre l'arabe, l'étiquette de négociation et comment mentir sans sourciller. Nous avons 6 mois avant le sommet mondial à New York. » 6 mois? Florence serra sa coupe. Gabriel peut avoir tout détruit d'ici là. Laissez-le. Léo sourit un sourire cruel et fascinant. Laissez-le penser qu'il a gagné. Laissez-le devenir confiant, gras et paresseux. La chute est toujours plus mortelle quand on est au sommet et qu'on ne voit pas le sol s'approcher. Florence marcha jusqu'au bord de la terrasse. En dessous, le monde continuait de tourner. Quelque part de l'autre côté de l'océan, Gabriel dormait, rêvant de son succès, pensant s'être débarrassé du poids mort. Il ne savait pas que dans le désert, une tempête se préparait. Elle regarda son reflet dans la vitre, les cheveux courts, la posture rigide, l'anneau de milliards de dollars au doigt. La femme qui avait fui pieds nus était morte. La partenaire du Cher venait de naître. « Allons travailler », dit-elle en se tournant vers Léo. Il leva sa coupe en guise de salut, les yeux brillants du reflet de la lune et de la promesse de chaos. Le pacte était scellé, la chrysalide s'était rompue. New York pulsait d'une énergie électrique et impitoyable, un reflet parfait de l'ambition qui remplissait la salle de bal de l'Hôtel Pierre. Des lustres de cristal projetaient une lumière dorée sur l'élite corporative mondiale, se reflétant dans les coupes de champagne et les montres qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagneraient en une vie entière. Au centre de cet univers, Gabriel Mercier tenait l'attention d'un cercle d'investisseurs, se sentant un dieu dans son propre Olympe. Il gesticulait avec l'assurance de celui qui croit avoir éliminé tous les obstacles, riant fort d'une blague médiocre racontée par un banquier suisse. « La fusion avec l'Asie n'est que le début », disait Gabriel, desserrant le nœud de sa cravate de soie, juste assez pour paraître détendu, mais toujours aux commandes. Nous avons coupé la graisse de l'entreprise. Nous sommes plus légers, plus agiles. Le passé est derrière nous. Il leva sa coupe, ses yeux parcourant la salle à la recherche d'approbation, accro à l'adoration d'autrui. Il y avait des rumeurs sur la disparition de Florence, bien sûr. Instabilité émotionnelle, c'est ce que son équipe de relations publiques avait planté dans les tabloïds. Une épouse triste qui n'avait pas supporté la pression et s'était enfuie pour une retraite spirituelle, ou peut-être s'était jetée d'un pont. Pour Gabriel, peu importait son destin, tant qu'elle restait invisible. Il était libre, le poids mort avait été coupé. C'est alors que la musique de l'orchestre vacilla. Elle ne s'arrêta pas immédiatement, mais diminua, comme si les musiciens avaient perdu leur souffle collectivement. Le murmure dans le salon cessa, remplacé par un silence qui se répandit comme une onde de choc de l'entrée principale jusqu'à la scène. Gabriel fronça les sourcils, irrité par l'interruption de son moment de gloire, et se tourna dans la direction où tout le monde regardait. Les doubles portes en acajou, habituellement réservées aux chefs d'État, étaient grandes ouvertes. Florence se tenait sur le seuil. Gabriel cligna des yeux, incapable de traiter l'image. La femme qu'il connaissait, l'épouse aux épaules courbées, aux robes au ton pastel et au regard d'excuse, n'existait plus. La créature qui se tenait là portait une robe de velours noir qui semblait avoir été sculptée directement sur sa peau, avec un décolleté architectural qui exposait la ligne affûtée de ses clavicules. Ses cheveux, autrefois retenus en chignon modeste, tombèrent maintenant en une coupe asymétrique et moderne qui encadrait un visage peint de la froideur d'une sculpture de marbre. Mais ce qui glaça le sang de Gabriel, ce ne fut pas la tenue ou la coiffure, ce fut la posture. Elle gardait le menton haut, les yeux balayant le salon, non pas avec peur, mais avec la voracité d'un prédateur évaluant son territoire. Et elle n'était pas seule. À ses côtés, émanant une aura de pouvoir qui rendait l'air plus dense, se tenait le cher Léo.
Il portait un smoking impeccable, mais sa présence était brute, dangereuse. Son bras était enlacé au sien, non pas comme un soutien, mais comme une déclaration de guerre. Ils s'avancèrent dans le salon, et la foule se sépara comme la mer Rouge. Le son des talons de Florence contre le sol de marbre résonnait comme des coups de feu secs dans le silence absolu. Gabriel sentit le verre glisser légèrement entre ses doigts moites. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Il tenta d'esquisser un sourire, mais le résultat fut une grimace tremblante. Il devait reprendre le contrôle. Ce devait être une coïncidence. Peut-être était-elle devenue une escorte de luxe. Oui, c'était ça. Léo l'avait embauchée. C'était pathétique. Il fit un pas en avant, interceptant le couple au milieu du salon. « Florence ?» Sa voix sortit plus aiguë qu'il ne l'avait voulu. Il s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver son autorité. « Je ne savais pas que vous étiez en ville. C'est surprenant de vous voir ici, étant donné votre état délicat. » Florence s'arrêta. Elle le regarda de haut en bas, une analyse clinique qui dura 3 secondes interminables. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, juste une indifférence glaciale qui blessa l'ego de Gabriel plus profondément que n'importe quel cri. « Bonjour, Gabriel, dit-elle. » Sa voix était veloutée, calme, sans aucune trace de la trépidation d'autrefois. « Vous semblez tendu. Les chiffres du dernier trimestre n'ont pas été à la hauteur de vos espérances. »« Mes chiffres sont excellents, » rétorqua-t-il, défensif, lançant un regard dédaigneux à Léo. « Je vois que vous avez trouvé de la compagnie, cher Léo, je suppose. Faites attention, elle a l'habitude de s'accrocher à ceux qui perdent les factures. » L'insulte plana dans l'air. Toxique, Léo ne cligna même pas des yeux. Il regarda Gabriel avec l'ennui d'un lion observant un rat crier. « Je crois qu'il y a une erreur, monsieur Gabriel. » La voix de Léo était profonde, résonnant dans la poitrine de ceux qui étaient proches. Il serra doucement le bras de Florence, un geste d'intimité et de possession qui fit se tordre l'estomac de Gabriel. « Permettez-moi de vous la présenter correctement. C'est mon épouse. » Un soupir collectif balaya le salon. Les coupes s'immobilisèrent en l'air. « Épouse !» Gabriel rit, un son nerveux et étouffé. « C'est ridicule. Nous n'avons même pas finalisé le divorce. Vos avocats ont reçu les documents d'annulation et le nouvel enregistrement international il y a 3 semaines. » L'interrompit Florence, faisant un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Gabriel. « Vous étiez trop occupé à licencier le service d'audit pour en prendre note. » « Et il y a un autre détail, » continua Léo, qui n'atteignait pas les yeux. « En guise de cadeau de mariage, mon épouse a exprimé son intérêt à diversifier notre portefeuille. L'Orion Holdings, mon entreprise, vient d'acquérir 42% des actions de votre compagnie sur le marché ouvert ce matin, avant l'ouverture de la bourse. » Le monde de Gabriel s'inclina violemment vers la gauche. « C'est impossible. Le conseil m'aurait prévenu. » « Le conseil était occupé à vendre ses parts à nous, » dit Florence. Et puis, pour la première fois, elle sourit. Ce fut un sourire dévastateur, plein de dents et de triomphe. « Ravi de vous revoir, Gabriel. Maintenant, si vous nous excusez, nous avons une réunion d'actionnaires à tenir. Je crois que la salle VIP est libre. » Elle n'attendit pas de réponse. Florence le dépassa, son épaule effleurant la sienne avec assez de force pour le déséquilibrer physiquement. Léo la suivit, lançant un dernier regard d'avertissement à Gabriel, qui restait paralysé, pâle comme un fantôme, tandis que les flashs des photographes commençaient à éclater frénétiquement autour de lui, capturant le moment exact de sa ruine. La salle de réunion privée à l'étage supérieur de l'hôtel contrastait de manière stérile avec le chaos du bal en dessous. La longue table de verre reflétait les lumières de la ville. Gabriel était assis à l'extrémité opposée, entouré de 3 avocats qui ressemblaient à des enfants effrayés. Il transpirait visiblement, l'arrogance s'étant dissoute en pure panique. De l'autre côté, Florence était assise, les jambes croisées, feuilletant un dossier avec un calme énervant. Léo était adossé à la chaise à côté d'elle, l'observant. Il n'intervenait pas. C'était sa scène. « Vous ne pouvez pas faire ça !» siffla Gabriel, frappant la table de la main.
C'est une acquisition hostile. C'est illégal. Hostile? Oui. Illégal? Non. Florence ne leva même pas les yeux de ses papiers. Parlons de la filiale aux îles Caïmans, Gabriel. Celle que vous utilisez pour détourner des fonds du projet d'énergie renouvelable. Gabriel se figea. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Page 12, dit-elle, faisant glisser le dossier sur la table avec assez de force pour qu'il s'arrête exactement devant lui. Je sais comment vous masquez les chiffres. Je sais parce que c'est moi qui ai organisé vos dossiers pendant 5 ans, vous vous souvenez? Les pouces-trophées qui ne servaient qu'à la décoration. Vous avez oublié que je lisais tout ce que vous me demandiez de signer sans regarder. Elle se leva, marchant lentement autour de la table. Le son de ses talons était le seul bruit dans la pièce. Vous avez construit votre empire sur du sable, Gabriel, et j'ai passé les 6 derniers mois à apprendre à contrôler la marée. Elle s'arrêta derrière sa chaise et se pencha, murmurant près de son oreille. Nous allons restructurer le conseil. Vous garderez le titre de PDG pour l'instant, pour ne pas effrayer le marché asiatique, mais vous n'aurez pas de droit de vote. Vous ne signerez pas un chèque sans ma signature. Vous travaillez pour moi maintenant. Gabriel se retourna, le visage rouge de fureur et d'humiliation. Vous êtes une vipère, une ingrate. Léo vous a acheté, n'est-ce pas? Florence recula et regarda Léo. Le Cher soutint son regard. Il y avait de la fierté, un profond respect qui brûlait plus fort que n'importe quel désir superficiel. « Personne ne m'a acheté, Gabriel, » répondit-elle, se tournant vers son ex-mari. « J'ai simplement trouvé quelqu'un qui connaît la valeur de ce qu'il a entre les mains. » Elle fit un signe aux avocats de Léo. « Mettez fin à la réunion. » Gabriel a beaucoup à digérer. Lorsqu'ils sortirent de la pièce, laissant derrière eux un homme détruit, l'adrénaline commença à monter. Le couloir de l'hôtel semblait flotter. Le son de l'ascenseur arrivant parut lointain. Florence sentait ses mains trembler, non pas de peur, mais de la décharge électrique d'avoir écrasé le monstre qui l'avait hanté pendant des années. Ils entrèrent dans l'ascenseur privé menant à l'appartement terrasse. Dès que les portes métalliques se refermèrent, les isolants du monde, le silence professionnel se brisa. Florence laissa échapper une respiration tremblante, s'appuyant contre la paroi miroir. Léo l'observait, l'intensité de ses yeux sombres lui coupant le souffle. « Vous avez été magnifique », murmura-t-il, sa voix rauque dépouillée de la formalité diplomatique. « Je n'ai jamais vu personne démanteler un homme avec autant d'élégance. Ce fut la chose la plus terrifiante et la plus excitante que j'ai jamais vue. » « Il semblait si petit, » avoua Florence, regardant ses propres mains. « J'ai passé des années à avoir peur de lui, et aujourd'hui, il n'était qu'un homme pathétique dans un costume cher. » Léo fit un pas en avant, l'acculant doucement contre le miroir. Son odeur, santal, épice, et la fraîcheur de la nuit envahit ses sens. « Parce que vous avez grandi, Florence. La chrysalide s'est rompue. Vous avez vu la peur dans ses yeux quand vous êtes entrée. Il a su à cette seconde qu'il avait perdu. » Sa proximité était enivrante. Pendant des mois, ils avaient maintenu ce pacte, des touches calculées, des mots mesurés, la distance de sécurité entre associés. Mais la victoire était un puissant aphrodisiaque. La barrière invisible qu'ils avaient construite fondait sous la chaleur de cette nuit. « Je n'aurais pas réussi sans vous, » murmura-t-elle, levant son visage vers lui. « Si vous auriez réussi, » rétorqua Léo, sa main montant pour caresser la ligne de sa mâchoire, son pouce effleurant la lèvre inférieure de Florence. « Je ne vous ai donné que la scène. Le spectacle était entièrement le vôtre. » L'ascenseur s'arrêta avec un léger à-coup, mais aucun des deux ne bougea. La tension accumulée pendant des mois de regards volés et de réunions de stratégie tard dans la nuit atteignit son point d'ébullition. Florence ne voulait plus être l'associée. Pas cette nuit-là. Elle voulait célébrer, elle voulait ressentir. Elle attrapa le revers de son smoking et le tira. Léo n'hésita pas. Il couvrit sa bouche de la sienne, un baiser qui n'avait rien de doux ou de protocolaire. Il était affamé, désespéré,
Une collision de deux forces qui avaient finalement cessé de graviter l'une autour de l'autre et s'étaient heurtées. Florence ouvrit les lèvres pour lui, gémissant contre sa bouche, sentant le goût du champagne et du danger. Ses mains se posèrent sur sa taille, la serrant fermement, l'attirant plus près, comme s'il voulait la fusionner avec lui. Il n'y avait plus de contrat, plus de plan de vengeance, plus de Gabriel. Il n'y avait que la chaleur de la peau, l'urgence des mains et la certitude absolue que ce jeu d'affaires s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe et dangereux. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'appartement terrasse vide, mais ils le remarquèrent à peine. Léo la souleva dans ses bras sans rompre le baiser, marchant vers la chambre avec la détermination de celui qui porte son prix le plus précieux. Florence enfouit ses doigts dans ses cheveux, le tirant plus près d'elle, décidant que pour cette nuit, elle ne penserait pas au lendemain. Elle avait gagné la guerre en bas. Maintenant, elle voulait se rendre à la tempête qui était sur le point de commencer entre les draps. La lumière du matin filtrait par les baies vitrées de l'appartement terrasse à New York, baignant le chaos de vêtements et de draps d'un doré cruel. Florence observa Léo dormir un instant, son bras étendu sur l'espace vide où elle se trouvait quelques minutes auparavant. Il y avait une vulnérabilité sur son visage que le monde des affaires ne voyait jamais. Une sérénité qui faillit un instant lui faire oublier qu'ils étaient au cœur d'un ouragan corporatif. Mais l'euphorie de la victoire de la veille, mêlée à l'intimité de la nuit, ne pouvait pas la protéger éternellement. Elle enfila un peignoir de soie, serrant la ceinture avec force, comme si elle tentait de maintenir ses propres morceaux ensemble, et marcha pieds nus jusqu'au grand salon. Elle avait besoin de café, elle avait besoin de silence, pour réaliser que pour la première fois, elle n'était l'ombre de personne. L'interphone retentit d'un son strident qui coupa la paix matinale. La sécurité de l'immeuble informa qu'il y avait une livraison urgente de documents légaux pour Madame Florence, quelque chose qui exigeait sa signature biométrique. Supposant qu'il s'agissait de la formalité finale du transfert d'action, elle autorisa la montée. Lorsque la porte de l'ascenseur privé s'ouvrit, ce ne fut cependant pas un coursier qui en sortit, c'était Gabriel. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 24 heures. La barbe de 3 jours, le costume froissé de quelqu'un qui avait dormi dans sa propre honte et les yeux rouges injectés d'insomnie et de fureur contenue. Florence recula d'un pas, l'instinct de défense activant chaque nerf de son corps, mais Gabriel n'avança pas. Il la regarda simplement et sourit. Une grimace triste et brisée, plus inquiétante que son arrogance habituelle. « Je savais que je te trouverais ici. » Sa voix était rauque. « Dans le nid de l'aigle. »« Vous ne devriez pas être ici, Gabriel. La sécurité va monter dans 2 minutes, » dit Florence, la voix ferme, bien que ses mains tremblent légèrement à l'intérieur des poches de son peignoir. « Je ne suis pas venu me battre. Je suis venu te donner ce que tu mérites, la vérité. » Gabriel jeta une mallette en cuir noir sur la table basse en verre. Le bruit de l'impact résonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. « Tu crois que tu as gagné, Florence ? Tu crois que tu as trouvé un sauveur, un prince du désert qui a vu ta valeur là où je ne l'ai pas vue ?» Florence garda une posture droite, refusant de regarder la mallette. « Léo m'a donné les outils. J'ai construit la victoire. Sortez. » Il ne t'a pas donné d'outils, il t'a donné un scénario. Gabriel rit, un son sec. Ouvre la mallette, regarde les dates. La curiosité insidieuse et froide l'emporta. Florence s'approcha de la table. Ses doigts touchèrent le cuir froid de la mallette et elle l'ouvrit. C'étaient des emails imprimés, des rapports de diligence raisonnables et des mémorandums internes de la holding de Léo. Ses yeux parcoururent les lignes denses du jury des Caïmans jusqu'à s'arrêter à la clause finale. L'air quitta ses poumons. Il y avait un plan d'acquisition hostile détaillé. La cible était l'entreprise de Gabriel. La méthode décrite, exploitation de la vulnérabilité interne, conjoint négligé. Mais ce qui fit s'arrêter le monde de Florence fut la date en haut de la première page. Le document avait été rédigé 4 mois avant la soirée de gala, 4 mois avant le balcon,
4 mois avant que Léo ne la trouve, par coïncidence, en pleurs, et ne lui offre un mouchoir et une arme. « Il ne t'a pas sauvée, ma chère », murmura Gabriel, s'approchant, sentant l'odeur du sang dans l'eau. « Il t'a recruté. Il savait que l'entreprise était blindée contre les attaques externes, mais que mes actions lors du divorce seraient vulnérables. Il avait besoin d'un cheval de Troie. Tu n'es pas sa partenaire. Tu es l'outil d'invasion. » Florence sentit sa bile monter à la gorge. Chaque touche, chaque mot d'encouragement à Dubaï, le mariage de convenance, tout fut recontextualisé en une fraction de seconde. Elle n'était pas la protagoniste de sa propre vengeance. Elle n'était que la pièce la plus utile sur l'échiquier d'un autre homme. « Sortez », murmura-t-elle, sans quitter les yeux du papier. « Il va garder l'entreprise, Florence, et quand il n'aura plus besoin de toi pour maintenir la légitimité du conseil, il te jettera avec la même froideur qu'il a utilisée pour te séduire. La différence, c'est que j'ai été un idiot par aveuglement. Lui a été un monstre par calcul. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau. Gabriel se retourna au moment où Léo entrait, vêtu d'un pantalon en lin et d'une chemise blanche déboutonnée, encore humide de sa douche, apportant 2 tasses de café. Le sourire de Léo mourut instantanément en voyant la scène. Son regard passa de Gabriel à Florence, puis à la mallette ouverte sur la table. Il ne demanda pas ce que c'était, il savait. L'intelligence dans le regard de Léo fut la condamnation finale. Il n'y eut pas de confusion, juste la reconnaissance immédiate qu'une bombe avait explosé. « Le spectacle est terminé, Léo », dit Gabriel en dépassant le cher et en entrant dans l'ascenseur. « Je vous laisse discuter des modalités de la résiliation. » Le silence qui suivit le départ de Gabriel était lourd, suffocant. Le soleil dehors semblait se moquer de l'obscurité qui s'était abattue sur la pièce. Léo posa la tasse sur un buffet avec un soin excessif, gagnant du temps. « Florence », commença-t-il, la voix grave et contrôlée. Elle leva la feuille de papier, sa main tremblant violemment maintenant. « 4 mois avant, vous avez prévu de m'utiliser 4 mois avant que je sache que j'avais besoin d'être sauvé ?» Léo soupira et fit un pas en avant, les mains levées dans un geste pacificateur qui ne fit que l'enrager. C'était une stratégie commerciale. Initialement, votre entreprise était un actif précieux, mal géré par un homme incompétent. J'avais besoin d'une entrée. Mes analystes vous ont identifié comme le point de rupture. J'ai été un point de rupture ? Sa voix se brisa, mais elle ne pleura pas. Les larmes s'étaient taries, remplacées par une froideur arctique. Cette nuit sur le balcon, vous n'étiez pas là par hasard. Vous attendiez, vous chassiez. Oui, admit Léo. Son honnêteté était brutale, sans fioriture. J'étais là pour vous faire une proposition. Je n'ai pas menti sur le potentiel que je voyais en vous, Florence. J'ai juste omis la genèse de l'intérêt. Mais ce qui s'est passé ensuite, Dubaï, l'entraînement, notre connexion, cela ne figurait pas dans le dossier. Cela, c'était réel. Réel. Florence rit, un son dépourvu d'humour. Elle eut l'impression d'avoir été giflée. Comment puis-je savoir où finit le stratège et où commence l'homme? Le baiser d'hier était-il réel, ou était-ce juste le saut final de l'acquisition? Le « je t'aime » que vous avez presque dit, c'était pour garantir mes votes au conseil. Florence, regardez-moi. Léo réduisit la distance, lui tenant les épaules. Son toucher, qui quelques heures plus tôt semblait électrique, brûlait maintenant comme de la glace. J'ai commencé une affaire, mais je suis tombé amoureux de l'associé. Le plan a changé parce que vous avez tout changé. Gabriel vous a montré cela pour nous détruire, parce que c'est la seule carte qu'il lui reste. Elle se dégagea de son toucher d'un mouvement brusque, reculant jusqu'à heurter le dos contre la paroi vitrée. New York s'étendait derrière elle comme un royaume qu'elle avait conquis, mais qui ne lui appartenait pas. Le problème, Léo, c'est que je suis sorti d'un mariage où j'étais un objet décoratif pour entrer dans un autre où je suis un objet tactique. Elle regarda ses yeux sombres, cherchant l'âme qu'elle avait cru toucher la nuit précédente, mais ne trouva que l'esprit affûté d'un prédateur. Gabriel m'ignorait. Vous m'avez manipulé.
Je ne sais pas ce qui est pire. Au moins, Gabriel n'a jamais prétendu que j'étais son égal pendant qu'il tirait mes ficelles. Ne faites pas ça. Ne jetez pas ce que nous avons construit. Il y avait une trace de désespoir dans la voix de Léo maintenant, le masque de contrôle se fissurant. Nous n'avons rien construit. Vous avez construit un décor et m'avez laissé jouer dedans. Florence marcha vers la chambre, le dépassant sans regarder en arrière. La fusion est complète. Le contrat est rempli. Où allez-vous? Léo demanda, paralysé dans le salon. Bien que... 15 minutes plus tard, Florence sortit de la chambre en traînant une petite valise. Elle avait échangé son peignoir de soie contre un jean et un blazer structuré, l'armure qu'elle avait appris à porter à Dubaï. Elle ne regarda pas la vue imprenable, ne regarda pas le champagne vide de la veille. Léo était debout à la porte, bloquant la sortie. Il semblait une statue impénétrable, mais ses poings étaient serrés le long de son corps. « Si vous sortez par cette porte, Florence, vous serez seule. Gabriel essaiera de vous détruire dans la presse. Le marché remettra en question votre stabilité. Ici, vous avez protection, vous avez pouvoir. » Elle s'arrêta devant lui à quelques centimètres de distance, releva le menton, la posture altière qu'il lui avait lui-même payée pour qu'elle la prenne, mais qu'elle possédait maintenant de plein droit. « Je préfère être détruite par ma propre vérité que protégée par votre mensonge, Léo. » Elle soutint son regard jusqu'à ce que lui, vaincu par la détermination de fer dans ses yeux, fasse un pas de côté. « Gardez les actions, dit-il, la voix basse, tandis qu'elle passait. « Gardez l'entreprise. Je ne me battrai pas contre vous. Je n'ai pas besoin de votre permission pour garder ce qui m'appartient, » répondit Florence sans s'arrêter. La porte de l'appartement terrasse se referma derrière elle d'un clic doux et définitif. Dans le couloir silencieux, loin des yeux de Gabriel et de Léo, Florence s'arrêta. L'ascenseur arriva, mais elle attendit une seconde, se permettant d'appuyer son front contre le métal froid de la porte. Une seule larme s'échappa, traçant un chemin chaud sur sa joue, mais elle l'essuya du revers de la main avant qu'elle ne puisse tomber. Elle s'était débarrassée du mari qui la méprisait. Maintenant, elle s'était débarrassée de l'amant qui l'utilisait. Pour la première fois de sa vie, Florence était complètement, terriblement seule. Et, tandis que l'ascenseur descendait, l'emportant vers la jungle de béton en bas, elle réalisa que cette solitude n'était pas un abîme. C'était une toile vierge. Les flashs des appareils photo éclataient comme une tempête électrique confinée. Un bombardement visuel qui aurait aveuglé la Florence d'il y a 1 an. Mais la femme qui se tenait devant le pupitre en acrylique transparent, la posture droite et le menton légèrement relevé, ne scia pas. La salle de conférence de l'hôtel Plaza était bondée, une marée de costumes gris, d'enregistreurs numériques et de la faim insatiable de la presse financière pour un scandale. Dans le coin gauche, entouré d'avocats qui ressemblaient à des corbeaux de mauvais augure, Gabriel Mercier transpirait. Il tentait de maintenir le sourire de prédateur, celui qu'il avait utilisé pendant des années pour la rabaisser, mais le tremblement de ses mains, dissimulé en tenant un verre d'eau, le trahissait. Il s'attendait à une femme détruite par le triangle amoureux, une ex-épouse instable qui pleurerait devant les microphones. Florence ajusta le microphone. Le son aigu de la microphonie coupa le brouhaha, imposant un silence absolu. « Messieurs !» Sa voix était calme, dépourvue de toute hystérie. « Au cours de la dernière décennie, j'ai été présenté à vous comme l'ornement silencieux aux côtés du PDG. Aujourd'hui, je suis ici pour corriger le récit. Je ne suis pas venu parler de mon mariage, ni des rumeurs de tabloïds. Je suis venu parler de l'insolvabilité technique de la holding Gabriel Mercier. » Un murmure parcourut la pièce comme une onde de choc. Gabriel se leva, renversant sa chaise. « C'est absurde! Elle est déséquilibrée !» cria-t-il, le visage rouge de fureur, pointant un doigt tremblant vers elle. « Sécurité! Sortez-la d'ici !» Florence ne le regarda même pas. Elle fit un signe subtil de la main droite. Sur le grand écran derrière elle étaient projetés des tableaux bancaires, des registres de virements offshore et des emails incriminants. C'étaient les données qu'elle avait elle-même extraites pendant les nuits insensées à Dubaï, recoupant des informations que Léo lui avait appris à lire, mais qu'elle, et elle seule,
avait eu la patience de remonter à la source. Les documents projetés montrent le détournement systématique de fonds de pension des employés pour couvrir des pertes dans les investissements personnels de M. Mercier, continua Florence, sa voix coupant l'air comme une lame d'acier chirurgicale. La fraude fiscale s'élève à 300 millions de dollars. L'audit indépendant que j'ai engagé ce matin a déjà envoyé le rapport préliminaire à la Commission des valeurs mobilières. Le chaos éclata. Les reporters criaient des questions, les actionnaires consultaient leur téléphone en panique et les avocats de Gabriel commencèrent à s'éloigner physiquement de lui, comme si l'échec était contagieux. Gabriel semblait avoir rapetissé. Il regardait l'écran puis Florence, et pour la première fois, il n'y avait pas de mépris dans ses yeux. Il y avait de la peur, une peur pure et primitive de celui qui réalise qu'il a sous-estimé son adversaire fatal. Florence descendit de la scène. Elle n'attendit pas les applaudissements ni les questions sur sa vie amoureuse. Elle traversa le couloir central tandis que les flashs éclataient autour d'elle, mais elle se sentait intouchable. Elle avait gagné seule, sans la main de Léo sur son épaule, sans la validation de Gabriel. Elle avait renversé le géant avec son propre stylo. Cependant, lorsqu'elle entra dans la salle réservée en coulisses, l'adrénaline s'évapora, laissant un vide froid dans sa poitrine. Le silence de la salle VIP était assourdissant comparé au chaos dehors. Elle s'attendait à ressentir de l'euphorie. Au lieu de cela, elle sentit le poids écrasant de la solitude. Elle regarda le canapé en cuir vide, s'attendant presque à voir Léo là, avec ce demi-sourire énigmatique, tenant une coupe de célébration. Mais il n'y avait personne. La porte s'ouvrit doucement. Ce n'était pas Léo, c'était M. Youssef, l'avocat principal et bras droit du Cher, un homme d'âge indéterminé et d'une discrétion absolue. Il portait une fine mallette en cuir et avait une expression solennelle. « Madame Florence », dit-il en faisant une légère révérence. Le cher Léo a suivi la transmission. Il m'a demandé de vous remettre ceci. Florence prit la mallette, sentant son cœur battre douloureusement contre ses côtes. Ses mains fermes devant la presse mondiale tremblaient maintenant légèrement. « Où est-il » demanda-t-elle, sa voix sortant plus rauque qu'elle ne l'avait voulu. « En route pour l'aéroport de Teterboro, le plan de vol pour Dubaï est confirmé pour dans 40 minutes. » Elle ouvrit la mallette. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre d'amour, ni de poétique excuse. Il y avait un document légal, timbré et notarié. Ses yeux coururent sur les lignes denses du jury des Caïmans, jusqu'à s'arrêter à la clause finale. Léo avait transféré irrévocablement la totalité de ses actions avec droit de vote à elle. Il ne lui rendait pas seulement l'entreprise, il lui remettait le contrôle absolu sur l'investissement de plusieurs milliards qu'il avait fait. Sans condition, sans exigence de mariage, sans cheval de Troie. Florence laissa tomber le papier sur la table basse. La compréhension la frappa avec la force physique d'un coup. Gabriel voulait la posséder pour la contrôler. Léo l'aimait assez pour lui donner le pouvoir de le détruire. Il avait renoncé au plus grand levier qu'il avait, juste pour s'assurer qu'elle sache que la victoire était la sienne et non un cadeau de sa part. « Il a dit quelque chose » murmura Florence, regardant toujours sa signature sur le papier. Des traits forts, décidés. Youssef hésita un instant, son masque professionnel vacillant légèrement. Il a dit que la reine n'a pas besoin du roi pour gouverner, mais que le château serait trop froid si elle décidait d'y vivre seule. Cependant, le choix d'ouvrir la porte lui appartient entièrement. L'image du bureau vide au sommet du gratte-ciel envahit l'esprit de Florence. Elle avait l'entreprise, elle avait la vengeance, elle avait le respect du marché, mais l'idée de s'asseoir dans cette chaise exécutive et de regarder l'horizon, sans avoir personne avec qui partager le triomphe, lui fit se tordre l'estomac. Ce n'était pas de la dépendance. Elle savait maintenant qu'elle pouvait survivre seule. Elle venait de le prouver au monde. La question n'était pas le besoin, c'était le désir. Elle regarda l'horloge murale, 35 minutes. « Youssef » dit-elle en pivotant sur ses talons, l'énergie revenant dans son corps comme un courant électrique. « Sa voiture est-elle toujours ici ?»« La mienne l'est, madame. »
Vous conduisez vite? L'avocat s'autorisa un minuscule sourire. Dans certaines circonstances, Madame Florence, je conduis comme si je fuyais le diable lui-même. Excellent, car nous devons rattraper un ange déchu avant qu'il ne s'envole. Le trafic de New York était une bête vivante et pulsante, indifférente aux drames humains. Mais cet après-midi-là, il semblait conspirer pour ou contre, selon le feu de signalisation. Florence passa le voyage à taper frénétiquement sur son téléphone portable, non pas des messages textes, mais des ordres d'entreprise, s'assurant que la sécurité bloquerait l'entrée de Gabriel dans le bâtiment. Elle ne perdrait pas une seconde à penser au passé alors qu'elle courait vers l'avenir. Lorsque la voiture noire franchit les portes de la piste privée de Teterboro, le ciel était teinté d'un gris plomb, menaçant de neige. Le jet Gulfstream de Léo avait déjà ses turbines activées, un bourdonnement aigu qui vibrait dans les eaux. L'escalier était en train d'être lentement rétracté. Florence n'attendit pas que la voiture s'arrête complètement. Elle ouvrit la porte et sauta, ses talons claquant contre l'asphalte froid. Le vent mordant décoiffa la coiffure impeccable qu'elle avait portée à la conférence de presse, jetant ses cheveux contre son visage, mais elle ne s'en soucia pas. « Arrêtez !» Elle ne savait pas si elle criait au pilote ou à l'univers. L'escalier s'arrêta à mi-chemin, un moment de tension suspendue, où seule l'odeur du kérosène et le vent existaient. Puis la silhouette haute apparut à la porte de l'avion. Léo. Il portait un pardessus sombre, l'expression illisible qu'elle avait tant détestée au début, et qu'elle savait maintenant n'être qu'un bouclier. Il regarda en bas, la voyant debout sur la piste, petite devant la machine, mais gigantesque dans sa présence. Il fit un signe et l'escalier redescendit. Il ne descendit pas vers elle. Il resta au sommet, attendant. C'était le test final. Il ne viendrait pas la sauver. Elle devrait monter jusqu'à lui. Florence monta les marches métalliques. Le bruit des turbines rendait toute conversation impossible, jusqu'à ce qu'elle soit à quelques centimètres de lui, à l'abri du fuselage. Elle était essoufflée, le visage rougi par le froid et l'adrénaline. Léo l'observait avec une intensité qui semblait brûler sa peau. « Vous avez lu le contrat ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Lu », répondit Florence, reprenant son souffle. « C'est une très mauvaise affaire pour vous. Vous avez perdu le contrôle de la holding, perdu le droit de veto. Financièrement, c'est un suicide. J'ai gagné la certitude que vous savez que vous n'avez jamais été une pièce sur mon échiquier, rétorqua-t-il, la voix grave dominant le bruit des moteurs. Vous êtes libre, Florence. Le monde est à vous. Gabriel est du passé. Pourquoi êtes-vous ici? Elle fit un pas en avant, envahissant son espace personnel, le forçant à reculer légèrement à l'intérieur de la luxueuse cabine. « C'est parce que j'ai découvert qu'être PDG est solitaire, » dit-elle, les yeux fixés sur les siens, provocateurs. « Et parce que j'ai une contre-proposition pour votre restructuration sociétaire. » Léo haussa un sourcil, un éclat de divertissement et d'espoir surgissant au fond de ses yeux sombres. « J'écoute. J'accepte les actions, j'accepte la présidence, mais je rejette votre démission du poste de mari. » Sa voix défailla une seconde, emplie d'une émotion réelle, crue, qu'elle se permit enfin de ressentir. « Vous m'avez acheté une guerre, Léo, mais je ne veux pas la mener seule, et je ne veux pas célébrer la victoire seule. » Il resta immobile, absorbant les mots. Pendant des mois, il avait planifié chaque mouvement, chaque acquisition, chaque coup d'échec corporatif. Mais cette femme, les cheveux ébouriffés par le vent et les yeux brillants d'une détermination féroce, était la seule variable qu'il n'avait jamais pu prévoir entièrement. « Ce n'est pas une transaction commerciale, Florence, » dit-il, la voix rauque, levant la main pour toucher son visage, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. « Si vous montez dans cet avion, il n'y a pas de clause de sortie. »« Je ne cherche pas de sortie, » répondit-elle, tournant le visage pour embrasser la paume de sa main. Un geste d'intimité qui désarma toute défense restante. « Je propose une fusion définitive d'ego. Mes termes sont simples.
Ne me cachez plus jamais la vérité. N'essayez plus jamais de me protéger de la réalité. Si nous devons saigner, nous saignons ensemble. Si nous devons régner, nous régnons ensemble. Léo laissa échapper un soupir qui semblait être prisonnier de sa poitrine depuis des années. Il enlaça sa taille de son bras, la tirant à lui avec une urgence possessive qui, cette fois, ne ressemblait pas à une cage, mais à un foyer. « J'accepte les termes », murmura-t-il avant de sceller le pacte de sa bouche sur la sienne. Le baiser avait le goût du froid de l'hiver et de la chaleur du désert. Il était affamé, désespéré et, par-dessus tout, réel. Il n'y avait pas de caméra, pas de contrat, pas de public. Juste deux stratèges qui avaient trouvé dans le chaos de leurs ambitions quelque chose qui valait plus que n'importe quel portefeuille d'action. Quand ils se séparèrent, Léo appuya son front contre le sien, les yeux fermés. « Où allons-nous, Madame Florence? Dubaï, Paris, New York ?» Florence regarda dehors, vers la piste grise qui restait derrière, vers la ville qu'elle avait conquise et vers l'homme qui l'avait libéré pour qu'elle puisse le reconquérir. « Dites au pilote de décoller », dit-elle en souriant. Un vrai sourire qui illumina la cabine. « Rentrons à la maison, où que ce soit, tant que vous êtes là. » La porte du jet se referma avec un son hermétique, étouffant le monde extérieur. Tandis que l'aéronef roulait pour le décollage, prenant de la vitesse pour rompre la gravité, Florence tint la main de Léo. Elle ne regarda pas en arrière. La toile vierge de sa vie commençait enfin à prendre des couleurs vibrantes, peintes à quatre mains. L'Empire était en sécurité, mais l'amour était la seule aventure qui comptait vraiment maintenant. Et ainsi, Florence prouva qu'être sous-estimée peut être le début du plus grand revirement de votre vie. Merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir vécu chaque seconde de cette histoire avec moi. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, passons aux commentaires de la vidéo d'aujourd'hui. Commentez. J'ai coupé mes cheveux. Aujourd'hui, le commentaire est vraiment fou. Mais vous savez, il y a tant d'autres histoires de personnes qui ont été rejetées, trahies, humiliées et qui ont transformé la douleur en pouvoir. Choisissez l'une des histoires qui apparaissent à l'écran maintenant. Chacune d'elles vous fera ressentir la même émotion, la même envie d'encourager, de vibrer. Cliquez et venez avec moi. Je vous y retrouve. Oui,